Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Maintien des sanctions envers le Mali, ultimatum à la Guinée et au Burkina Faso. Le climat est au renforcement, au durcissement de la pression de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur les autorités des 3 pays où les militaires se sont installés aux affaires par des putschs. Quel impact, quelle efficacité peuvent avoir ces sanctions? Comment les autorités maliennes, burkinabées et guinéennes vivent-elles et gèrent-elles les effets de ces décisions? Comment expliquer que la diplomatie ouest-africaine ne parvienne pas à trouver un terrain d'entente sur les délais de transition pour éviter les effets négatifs de cette crise? Qu'est-ce qui bloque? Comment en sortir pour éviter que la famine qui, en raison des crises de Covid-19 et maintenant de la guerre en Ukraine, menace plusieurs dizaines de personnes dans le Sahel? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la crise entre la CEDEAO et les pays du Sahel où les militaires se sont installés aux affaires à la suite de coups d'État. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Plusieurs invités prestigieux, plusieurs acteurs de premier rang au téléphone dans 3 capitales subsahariennes. D'abord, le général Francis Béhanzin, commissaire des affaires politiques, paix et sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Depuis juillet 2020, il fait partie de la délégation de la CEDEAO menée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, envoyé au Mali pour mener une médiation dans le cadre de la crise politique puis du coup d'État militaire. Il est en direct aujourd'hui de Dakar au Sénégal. Mes respects, mon général Francis Béhanzin. Bonjour, Alain, comment allez-vous? Très bien, merci. Second invité de ce plateau, le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence de la République de Guinée. Il est en direct de Conakry. Mes respects, mon colonel. Bonjour, Alain. Merci. Et merci de m'inviter sur votre plateau. C'est un plaisir. Notre troisième invité, le seul civil finalement de ce plateau, est Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Il est en direct de Bamako. Bonjour, monsieur le ministre Abdoulaye Diop. Bonjour Alain Foka et bonjour commissaire Bertrand et à mon frère le colonel Camara. Merci infiniment. Alors, monsieur le ministre, on sait que la CEDEAO a maintenu le 25 mars dernier au Ghana les sanctions prises en janvier dernier contre votre pays parce que vous ne parvenez pas à donner une durée raisonnable, un calendrier raisonnable pour la transition. Comprenez-vous cette décision de poursuivre la sanction? Non, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas parce que nous sommes dans une situation assez complexe, assez difficile au niveau du Mali. Je pense qu'il eût été plus constructif de s'en tenir aux précédentes décisions qui avaient été prises déjà au mois de janvier et laisser la porte pour qu'on puisse continuer à discuter. Et surtout que ceci est intervenu dans un contexte où la Cour de justice de l'UEMOA avait demandé, en tout cas dans la forme, que l'UEMOA, la conférence des chefs d'État, puisse aux décisions de sanctions. À la décision, voilà, à la décision de suspension des sanctions. Mais monsieur le ministre, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de proposer un délai raisonnable pour qu'on en sorte, tout simplement? Non, c'est plus simple. Je pense que le délai de 24 mois qui a été proposé par le Mali, après être parti d'une durée beaucoup plus longue, me semble être assez réaliste. Et je voudrais aussi qu'on sorte un peu du fétichisme sur cette question. Les situations sont différentes. Le Mali fait face déjà à une crise multidimensionnelle depuis 2012, qui est elle-même induite par la guerre en Libye. Et on fait face au terrorisme, à des conflits intercommunautaires. Une bonne partie du territoire échappe aujourd'hui au contrôle des autorités étatiques. Et il y a aussi des problèmes de gouvernance auxquels il faut faire face et des réformes qui ont attendu depuis des décennies qui n'ont pas pu. Mais faut-il autant de temps pour pouvoir faire face à cela? Et est-ce que c'est le rôle de la transition de faire tout ça? Est-ce que la transition ne doit pas être d'organiser pour créer un cadre pour que les politiques gèrent cet aspect des choses? Ça, c'est dans l'idéal, parce que justement, les réformes dont nous parlons ont fait l'objet, en tout cas, ont été sur la table de beaucoup de régimes précédents qui, peut-être pour des problèmes d'opportunités politiques ou autres, notamment la réforme constitutionnelle, par exemple. Il y a eu 3 tentatives au Mali, elle n'a jamais pu aboutir, souvent parce que les réformes ont été introduites en fin de mandat ou pour d'autres raisons. Nous pensons qu'une transition est le meilleur moment de pouvoir créer l'environnement politique nécessaire pour faire avancer ces questions. De façon plus pérenne. Alors, mon général Béhanzin, vous qui êtes de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi être parti à nouveau pour des sanctions? Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de discuter? Les 24 mois sont beaucoup trop longs pour vous? Oui, merci beaucoup Alain. Je salue mon cher frère le ministre Abdoulaye Diop. Et puis, je suis d'accord avec lui.
que la crise malienne est une crise multidimensionnelle qui fait déjà plus d'une décade. Mais j'ai cru entendre de sa bouche qu'ils ne comprennent pas que l'on ait pris des sanctions dans le mois de février, alors qu'en janvier, il y avait cette sanction. Je pense que ce n'est pas de nouvelles sanctions qui ont été prises. Et mon ministre des Affaires étrangères, un brillant ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, doit comprendre que ce n'est pas maintenant que la transition commence. La transition a commencé depuis 18 mois. Et pendant cette première période, elle est signée aux autorités militaires qui ont pris le pouvoir. Il y avait déjà même eu un calendrier qui a été présenté à la CEDEAO. C'est sur cette base que nous devons commencer les discussions. Parce que parler de 24 mois aujourd'hui, comme s'il n'y avait jamais eu une période qui a précédé les 24 mois supplémentaires qu'on donne, je suis un peu peiné. Et puis, le ministre a parlé des opportunités politiques pour les réformes depuis 2012. Où en sommes-nous? Ce ne sont pas les mêmes politiciens qui sont en train de tourner dans le même pays avec les mêmes militaires? C'est ça la difficulté de compréhension. Parce que quand les mouvements ont commencé véritablement à partir du 16 juin 2020 et ensuite le 10 juillet 2020, la troisième manifestation du M5 RFP, combien de fois la CEDEAO a été? Je pense que nous avons l'air d'oublier tout ça. Je me rappelle que le ministre Abdoulaye était à week-end quand la dégradation continue, sociopolitique continue à envahir tout le pays et qui n'a peut-être pas suivi la chronologie des événements qui ont conduit au coup d'État. Ce ne sont pas les militaires qui se sont levés un jour pour aller dire, bon, ça c'est parce que les civils ne s'entendaient pas. Et parlant d'opportunités politiques, je pense que l'élite malienne, les acteurs sociopolitiques maliens doivent s'en prendre à eux-mêmes dans une organisation. Mon général, lorsque l'on vous répond que ce ne sont pas les mêmes qui étaient là lorsqu'on a passé les premiers accords et qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas liés par ces décisions qui étaient prises avant, que leur transition commence avec l'arrivée du colonel Assimi Goïta aux affaires. Oui, mais je parle bien du colonel Assimi Goïta qui a pris le pouvoir en août 2020, le 18 août 2020, de façon précise. Et c'est à partir de ce 18 août 2020 que 18 mois ont été difficilement accordés par les chefs d'État suite à la requête des autorités militaires qui ont pensé que vraiment il fallait résoudre les problèmes des réformes dans cette période de 18 mois, avec un calendrier qui nous a été fourni. C'est là où je ne me revois pas dans tout ce qui se passe. On a l'impression que les 24 mois complémentaires qui sont en train d'être demandés par les autorités de transition constituent le démarrage de la transition. Je crois que c'est archi faux. Avant de donner la parole au colonel Amara Camara, j'ai envie d'une réponse du ministre Abdoulaye Diop à ce que vous venez de dire, mon général Francis Béhanzin. Que répondez-vous à cela? Qu'il y a déjà eu un accord au départ et que les 24 mois que demande aujourd'hui la junte viennent s'ajouter à une durée qui était déjà assez longue? Oui, non, je dirais à mon ami le colonel Béhanzin que j'ai une bonne mémoire de la séquence des événements au Mali, même si je n'étais pas là. Et j'ai bien conscience qu'on est parti sur un calendrier de 18 mois initiaux, mais vous savez que ces 18 mois, il avait été convenu de donner le pouvoir aux civils, et ceci a conduit à beaucoup de complications dans la gestion de la transition et à un blocage au sommet de l'État, ce qui a conduit aux événements du mois de mai, où le président Assimi Goïta a pris les rênes du pouvoir et il y a eu la rectification et une nouvelle orientation politique par rapport à la gestion de la transition. Et aussi, le départ annoncé de l'opération Barkhane et de toutes ces questions ont créé un vide juridique dans le pays, des situations inattendues qui se sont passées. On n'a pas dit qu'il n'y a pas eu 18 mois, mais il y a eu des situations qui n'étaient pas entendues, qui ont impacté le processus. Il y a eu des choix politiques nouveaux aussi qui sont venus interférer. Et je dois rappeler aussi au commissaire Béhanzin que les réformes dont nous parlons, ce sont des réformes qui ont été validées
parce qu'il y a eu une mission de la CEDEAO au Mali en 2018, après les élections, qui a fait une recommandation très claire que le Mali ne devrait pas s'engager dans de nouvelles élections sans passer par un certain nombre de réformes. C'est quand même étonnant qu'aujourd'hui la CEDEAO elle-même reste silencieuse par rapport à ses besoins de réforme. Le temps, on peut le discuter dans tous les sens, mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de regarder la réalité, c'est de fixer les problèmes, c'est de sortir de cette transition. Mais il faut sortir de cette transition. Dedans. Voilà, il faut sortir de cette transition et installer une situation un peu plus pérenne. Mon général, qu'est-ce qui fait que on ait pris des sanctions, qu'on ait reconduit des sanctions de façon aussi dure? Certains disent que c'est parce que le président Assimi Goïta ne s'est pas rendu à Accra et que ça a été vécu un peu comme, on va dire, un peu d'insolence ou du manque de respect. Est-ce vrai? Non, je ne voudrais pas parler d'insolence appréciée par les uns et les autres, mais je voudrais revenir sur deux aspects des éléments que mon frère le ministre Abdoulaye Diop a fournis. Les élections de 2018. J'étais déjà commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. J'ai assisté aux réunions relatives à la crise post-électorale qui ont eu lieu après les élections présidentielles de 2018. Mais quand la CEDEAO fait des remarques dans un pays, c'est pas à la CEDEAO d'initier des réformes dans le pays. Et ça, il faudrait qu'on puisse comprendre. La CEDEAO est là, une organisation fêtière qui donne des orientations générales. Ce n'est pas elle qui les conduit, c'est elle donne des orientations et le pays doit mettre en œuvre. Alors, je me tourne vers le colonel Amara Camara, s'il vous plaît. Mon colonel, comprenez-vous les sanctions vis-à-vis de vous qui ont été reconduites et où cette fois-ci, on a mis le nom de la Guinée dans la liste? On avait eu l'impression à un moment donné qu'elle était un peu en dehors. Encore une fois, et merci Alain de me donner la parole. Je profite rapidement pour dire bonjour et tous mes respects au général Béhanzin et au frère chef du Mali. Donc, pour parler de la Guinée spécifiquement, je vais aller très rapidement et pour apporter des éléments de réponse. Vous comprendrez bien que le 5 septembre, le CNRD a pris ses responsabilités en Guinée pour éviter des lendemains sombres au peuple souverain de Guinée. Et vous souviendra que les jours avant le 5 septembre, le tissu social en Guinée était déchiré. La corruption institutionnalisée, les lois et règlements bafoués. Et le couronnement de tout ça, c'était les violations de la Constitution. Donc, pendant que le peuple célébrait sa liberté, nous avons appris par voie de communiqué qu'une batterie de mesures avait été prise contre la Guinée. Et d'ailleurs, je vais signaler de passage que la Guinée, les autorités de la Guinée n'avaient pas été conviées à la CEDEAO. On a entendu parler de la suspension et un calendrier de 6 mois pour l'organisation des élections a été signifié à la Guinée. Mais très honnêtement, à y voir clair, on peut se demander quel est le fondement et la base de telles décisions. On peut vraiment se demander à quel niveau se trouve le manque de visibilité dont on parle conformément au dernier sommet. Oui, mais dans le même temps, mon colonel, on avait donné une date à la Guinée pour pouvoir organiser des élections qui étaient en février. On est en avril. Il est peut-être logique que la CEDEAO réagisse par rapport à ça, non? Est-ce qu'il y a eu des échanges avec la CEDEAO pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas organiser des élections à cette date-là? C'est une réponse que je vais apporter et on se comprendra tout de suite que on ne peut pas résumer carrément les problèmes de nos pays aujourd'hui à des simples questions d'organisation d'élections. Pour le cas de la Guinée, on ne peut pas être beaucoup plus clair que ça. Dès les premières heures de la prise de pouvoir, il y a eu une grande concertation qui a été organisée. Et l'ensemble de la classe politique des forces vives de la nation a été concertée. Il en est sorti une charte de la transition. D'ailleurs, la nouveauté de la charte de la transition en Guinée veut que ni le président, ni aucun membre du CNRD, ni aucun membre du CNT ne soit membre aux prochaines élections. Et donc, le mécanisme du CNT a été lancé, ça a accusé quelques retards indépendamment de la volonté. Le CNT étant le Conseil national de la transition. Mais on a envie de comprendre, mon colonel, une fois que vous avez dit ça, qu'il y a des choses à résoudre, c'est combien de temps, très concrètement? Qu'est-ce que vous proposez comme délai, comme calendrier pour cette transition? Pour que l'on puisse discuter avec la CEDEAO de façon claire, c'est quoi le calendrier? La CEDEAO a envoyé une mission à Conakry. À son retour pour faire le compte rendu, il nous a été rapporté que les autorités du CNT n'ont pas eu suffisamment de réponses ou n'ont pas été très claires par rapport au chronogramme. Mais très honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que le CNT a pris ses fonctions dans les
la semaine qui a suivi, c'est ce qui a coïncidé à l'arrivée de la délégation de la CEDEAO. Et il n'y avait même pas de règlement intérieur. Les commissions et les bureaux du CNT n'étaient même pas encore installés. On voulait que le CNT se prononce sur la durée de la transition et du chronogramme de la transition. Mais je veux aussi signaler de passage qu'une mission du CNT s'est rendue partout dans les préfectures, les sous-préfectures du pays pour recueillir l'avis des populations et des travaux sont en train d'être faits en ce moment pour parvenir à des résultats très clairs et une communication officielle sera faite dans ce sens-là. Mais encore une fois, conformément à la charte de la transition, c'est un travail qui relève du CNT. C'est un travail qui relève du Conseil national de la transition. Mais on a du mal à croire que vous qui détenez le pouvoir, vous n'ayez pas une idée du délai de cette transition. Et que ce soit le CNT que vous avez installé qui soit un peu plus au courant pour donner un délai. Vous ne savez pas quand vous avez envie de céder le pouvoir, d'organiser des élections. Encore une fois, bien que ce soit un régime issu d'un coup d'État militaire, nous voulons respecter la séparation des pouvoirs et donner à chacun le rôle qu'il doit jouer dans la transition pour que nous parvenions à une solution normale. Le problème de la Guinée, encore une fois, va au-delà des problèmes de l'élection. Ça, on a compris, mon colonel. Mais vous comprendrez que les gens aient envie d'avoir un calendrier pour pouvoir travailler en étant, on va dire, en ayant un cap. Mon général Béanzin, que dites-vous à cela par rapport à la Guinée? Bonjour au colonel Mara. Je remercie Francis de remettre le contact du colonel Amara, ministre, secrétaire général, porte-parole du gouvernement de transition de la Guinée. Pour la Guinée, je comprends bien mes jeunes frères militaires qui sont venus 11 mois après les élections présidentielles à polémique dans ce pays. Et il faudrait reconnaître que les délais qui sont donnés par la conférence des chefs d'État à des autorités militaires qui ont pris le pouvoir par la force, c'est des délais de principe, parce que le coup d'État accéder à la magistrature suprême par un coup d'État militaire est proscrit dans notre sous-région. Et par conséquent, les premiers instants, c'est de donner un délai le plus court possible aux autorités militaires pour gérer la transition de façon adéquate et retourner à l'ordre constitutionnel normal. C'est ça justement la question des sanctions par rapport aux différents délais. C'est des délais qui sont donnés parce que dans notre région, il ne doit pas exister un coup d'État. Mais en même temps, lorsqu'on dit ça, mon général, on sait très bien qu'il y a eu des coups d'État qui n'étaient pas par des militaires, qui étaient des coups d'État constitutionnels, comme la modification de la Constitution pour avoir un troisième mandat, et on n'a pas vu la CEDEAO réagir de la même façon. Coup d'État constitutionnel, je n'en ai pas vu dans la réglementation sur les protocoles additionnels du traité de la CEDEAO. Oui, c'est une absence. Vous parlez de coup d'État constitutionnel. Qui sont ceux qui font ces coups d'État-là? Ce n'est pas les acteurs politiques.